Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième séance consacrée aux polynômes. Donc nous commençons la séance par la correction de l'exercice sur le développement limité à l'ordre 2 puis à l'ordre n de exponentielle x sur 1 plus x. Donc voici une correction envoyée par une étudiante et je vous laisse consulter en mettant sur pause si vos résultats sont exacts. Donc on remarque bien qu'à la fin, la troncature s'est effectuée à l'ordre n et non 2n, c'est une petite erreur ici. Il faut mettre ici un n et ici un n pour que cette formule soit valide. Ok, donc on enchaîne sur le chapitre par compétences sur les polynômes. Donc on en était au grand B, à la fin du grand B, où on avait donc dit qu'il existait une formule générale sur la multiplication de deux polynômes que nous venons d'appliquer ici. Alors c'est parti à vos stylos, on part sur le grand C, donc effectuer des opérations sur les degrés. Donc vous avez ici toutes les formules que nous avions citées dans la précédente séance sur la formule générale du degré d'une somme et du degré d'un produit. Je les ai réécrites ici. Je vous encourage à le faire. Et puis c'est parti, on se fait ensemble l'exemple numéro 6. C'est à vous. Donc correction des exercices. Pour le premier, évidemment, on ajoute un polynôme de degré n-1 avec un polynôme de degré n. Donc c'est le plus grand de deux qui l'importe. Donc P' moins P sera de degré n. Donc je précise que dans l'énoncé, ce n'était pas si précis. On va supposer que le degré de P est égal à n. Dans le deuxième cas, c'est le polynôme de degré n. Donc il va s'écrire anxn plus une succession de termes. Et si on calcule xp' moins p, on voit que le coefficient dominant ici, c'est celui-ci. Et donc ce coefficient dominant, évidemment, on remarque que lorsque n vaut 1, il s'annule. Si le polynôme de p est de degré différent de 1, on obtient donc un polynôme de degré n. Et si tech de p égale 1, alors on obtient un degré n-1. Monsieur, on ne peut pas complètement conclure sur le degré de P, sur le degré de xp' moins P, du coup? Si. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Si p de degré 1, c'est n, c'est 1, c'est n. Si dec de p n'est pas 1, c'est n. Si dec de p est égal à 1, ah si, c'est 0, oui. Oui, c'est ça que je voulais dire, oui. Mais je n'avais pas compris. Oui, c'est 0. Merci. Voilà, donc p est un polynôme constant. xp' moins p est un polynôme constant. Et dans le troisième cas, donc p de x le tout au carré moins p de x carré. Alors là, il ne faut pas s'embrouiller. Hein. Vous mettez au carré le résultat du premier, moins le polynôme appliqué en x carré. Je vous laisse écrire ça sur votre feuille pour voir ce que ça donne. Donc pour le troisième exemple, beaucoup plus délicat, on écrit P sous la forme générique sigma dAkxk. On calcule P de x au carré moins P de x carré. Et on remarque que le coefficient dominant ici, il est donné par ce terme-là. Donc nous remarquons qu'il est non nul si et seulement si le an est différent de 1, donc si et seulement si le polynôme n'est pas unitaire. Et dans ce cas-là, ce polynôme est de degré de 2n. Dans le cas où le polynôme est unitaire, alors le degré peut être de 2n-1 ou moins, et pour ça, je le passe, c'est un calcul assez délicat, puisqu'il faut connaître ici l'identité remarquable de la somme au carré, une somme au carré, une somme contenant n plus un terme. Donc généralisation des identités remarquables, a plus b carré, a plus b plus c au carré. Ok, alors on enchaîne grand D, résoudre une équation dans k crochet x. Donc pour résoudre une équation dans l'ensemble des polynômes, vous avez plusieurs techniques que je voudrais qu'on présente ensemble. On a déjà rencontré ce genre de résolution dans le cadre de certaines équations différentielles, dans certains exercices qu'on a résolus ensemble. Ici, je propose des équations, au moins pour la première, qui ne sont pas différentielles, pour qu'on voit ce qu'il en est. Donc on cherche des solutions particulières d'une équation, ces solutions particulières étant polynomiales. Les polynômes font partie des fonctions de référence, en fait, des fonctions de base, des fonctions génératrices de l'ensemble, certaines fonctions génératrices de sous-ensembles de polynômes, fonctions usuelles, au même titre que les fonctions exponentielles.
C'est pour ça que parfois, et on le verra dans des chapitres ultérieurs, lorsqu'on veut résoudre une équation différentielle et qu'on ne sait pas trouver une famille génératrice de l'ensemble des solutions, eh bien on cherche des générateurs sous des formes particulières. Et une des premières formes qu'on peut essayer de trouver, c'est un polynôme. D1, je vous donne une équation à résoudre et vous cherchez en premier lieu à déterminer le degré du polynôme. Pour ça, vous allez faire ce qu'on appelle l'équation au degré. Donc il y a un x ici. Équation au degré. Ça doit vous rappeler un petit peu ce qu'on faisait pour les complexes. Lorsqu'on a une équation en complexe à résoudre, parfois on écrit l'équation aux parties réelles, l'équation aux parties imaginaires, ou bien on écrit l'équation aux modules et l'équation aux arguments. Mais c'est pareil. Sauf que ici, nous perdons complètement l'équivalence, à savoir, si une fonction, une égalité est vraie, une égalité polynomiale est vraie, alors les degrés des polynômes sont égaux. Évidemment, la réciproque est fausse. Donc, nous allons devoir raisonner par analyse-synthèse. Regardons l'exemple numéro 7 pour voir pourquoi l'analyse-synthèse s'impose. Donc, déterminons les polynômes P qui vérifient cette équation ci présente. Donc, dans l'énoncé, il n'est pas donné le degré du polynôme. Donc, vous devez le trouver si vous pouvez le trouver. Alors, la première chose qu'il faudra toujours faire, c'est regarder si par hasard les polynômes de l'équation ne sont pas nuls. Parce que s'il y a un polynôme qui est nul, vous savez que son degré, c'est moins l'infini. Donc, votre équation au degré, elle va être impossible à écrire dans R. Moralité, premier cas. On fera toujours ça hein, quand on cherchera à résoudre une équation polynomiale. Premier cas, on envisage le cas où P est nul. Alors, regardons. Est-ce que P est nul fonctionne? Ben, évidemment, oui. 0 est solution de cette équation polynomiale. Donc, premier cas, P égale 0 est solution. Point. Autrement dit, nous traitons 0 à part. Alors, nous traitons 0 à part pour pouvoir écrire maintenant que sinon, on peut poser n pour le degré de P. Et cette fois, le degré, il est non infini. Il est entre 0 et l'infini, certes, mais en tout cas, c'est un nombre fini, un antinaturel. Donc, sinon, on pose n égale degré de P, positif ou nul. Donc, je vous laisse regarder ce que ça donne lorsque n vaut degré de P dans l'équation que nous souhaitons résoudre. Donc, solution de l'exercice. Donc, on doit raisonner par analyse-synthèse. On écrit d'abord l'équation au degré qui nous fait perdre l'équivalence. Donc, elle est au sein de l'analyse. On obtient 2n égale n plus 2, donc n égale 2. On va donc injecter un polynôme général de degré 2 dans l'équation. Et on va procéder tout calcul fait par identification des coefficients pour obtenir à la fin P égale a facteur de 1 moins x carré. Dans la synthèse, on vérifie que tout polynôme de ce type-là est bien solution. On n'a pas fait les calculs. En injectant cela dans l'équation de départ, on obtient bien que c'est le cas. Autrement dit, on obtient ici, pour ensemble de solutions, vec de 1 moins x carré, en précisant tout de même ce que je n'ai pas dit, c'est que ici, dans le premier, vous rappelez-vous, on avait traité P égale 0 à part, vous vous souvenez? Donc en fait, on obtient ici l'ensemble de ces polynômes, a facteur de 1 moins x carré, union le polynôme nul. Mais le polynôme nul, il se réinjecte bien dans la synthèse. Parce que quand vous prenez a égale 0, vous retrouvez le polynôme nul. Donc vous faites la réunion des deux solutions, polynôme nul, union l'ensemble des polynômes proportionnels à 1 moins x carré avec a non nul, ce qui donne à la fin bien vect de 1 moins x carré. D'accord? Donc on obtient une droite de solution. Ok, on enchaîne. D2, vous voulez toujours résoudre une équation polynomiale. Et vous allez voir dans l'exemple d'après, parfois, même très souvent, l'équation au degré ne donne pas quelque chose de probant. Ou bien donne un degré qui est trop grand. Donc il y a une alternative que je propose de regarder ensemble, c'est l'équation
au coefficient dominant, toujours par analyse synthèse. Donc c'est parti, traitons l'exemple numéro 8 pour essayer de comprendre l'intérêt de ces choses-là. Donc ici, c'est bien précisé, contrairement à précédemment, que le polynôme il est complexe. Tout à l'heure, ce n'était pas indiqué. Là, peut-être que ça va avoir un intérêt. Donc, solution de l'exercice en question, à savoir trouver les solutions de l'équation, les solutions complexes de l'équation p carré égale x pp'-1. Alors, on a fait passer les termes à droite, de sorte à pouvoir écrire une équation en degrés. Alors, avant de se lancer en équation en degrés, on regarde si l'un des polynômes en présence peut être nul. Donc, on traite p égale 0 à part, qui n'est pas solution. On traite p' égale 0, vous voyez, s'il y a un p' égale 0 à part, c'est-à-dire p est constant. Et p constant, ça donne p carré égale moins 1, donc p égale constante plus ou moins i, puisqu'on admet les polynômes complexes. Et alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est que si le degré est strictement positif, l'équation au degré, tout calcul fait, donne 2n égale 2n. Donc, ne se permet pas de trouver n. C'est pour ça qu'on a une idée, c'est de regarder uniquement les coefficients dominants des polynômes à droite et à gauche de l'équation. Je vous laisse vérifier que si an est le coefficient dominant de p, alors on obtient comme équation au coefficient dominant celle-ci. Ainsi, vous obtenez quoi sur an comme équation intéressante? Je vous écoute. Égale n à n carré. Voilà. Donc, c'est formidable parce que an étant non nul, vous vous rappelez qu'an n'est pas nul, hein, puisque c'est le coefficient dominant. Donc, on peut simplifier et on obtient n égale 1. Youpi! Donc, l'équation au coefficient dominant nous permet de trouver le degré du polynôme. Donc, maintenant, analyse synthèse, c'est parti. En fait, on avait déjà commencé l'analyse, hein, mais on peut très bien la faire commencer artificiellement ici. Donc, posons P égale AX plus B, ou A plus BX. Cette fois avec A et B de complexe. Voilà, on injecte dans l'équation différentielle, différentielle non linéaire, qui est ici. Et voilà, ça vous permet de trouver A et B. Donc, c'est juste un petit calcul que je vous laisse effectuer en une minute maximum. Donc, fin de la correction. Une fois qu'on injecte le polynôme de degré 1 dans l'équation p carré moins égale x pp' moins 1, on obtient tout calcul fait, je vous laisse vérifier, que le polynôme p est forcément égal à plus ou moins i. La synthèse est évidente, ce qui donne comme ensemble final de solution l'ensemble des polynômes constants complexes i et moins i. Donc voici pour cette deuxième technique de résolution des équations. Et alors la troisième que je ne vais pas traiter avec vous, c'est la technique la plus puissante, mais la plus calculatoire des trois, si on veut procéder par identification de tous les coefficients. Parce que si on n'a pas d'informations grâce à l'équation au degré, si on n'a pas d'informations grâce à l'équation au coefficient dominant, eh bien, on sera obligé d'injecter un polynôme générique et de procéder par identification de tous les coefficients. Donc, exemple numéro 9, voilà, je vous donne un exemple en fait, qu'on ne va pas traiter, mais qui rentre dans ce cadre d'exercice. Il y en a un dans la planche, un exercice étoilé que vous pourrez chercher pour la semaine prochaine, pour ceux qui auront le temps. Donc, voilà une équation différentielle. Et on cherche à déterminer les polynômes de degré n, solution de cette équation différentielle. Conformément à ce qu'on avait dit en début d'année, puisque le polynôme est de degré 1, et puisque les coefficients sont polynomiaux, et puisque le second membre est polynomial, alors il est tout à fait légitime de chercher une solution polynomiale. Mais le second membre est de degré n. Donc regardez à gauche, il faut que mon polynôme P il soit de degré n ou éventuellement n plus 1 au cas où les coefficients de degré n plus 1 se simplifient. On a vu tout à l'heure que c'était uniquement le cas lorsque n est égal à 1. Bon. Donc je passe tout ça. Imaginons simplement qu'on cherche un polynôme de degré n qui soit solution de cette équation. Donc dans ce degré inférieur ou égal à n, je veux dire, qui soit solution de cette équation. Donc qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on injecterait un polynôme général.
on calculerait le polynôme général xp' moins p et on procéderait par identification des coefficients. Je vous rappelle tous qu'on a fait le boulot déjà, parce que xp' moins p, on a trouvé ces coefficients plus haut dans le cours. Donc, je vous laisserai vous y référer si vous voulez faire cet exercice-là. Et vous allez voir qu'il y a très peu de polynômes qui vérifient ça. Alors, pourquoi D3 était utile? Eh bien, parce que si vous regardez l'équation au degré et au coefficient dominant, vous allez obtenir quelque chose de trivial. Donc, il ne me donne pas d'informations. En tout cas, qui ne vous donne pas d'informations sur n. Or, nous, ce qu'on veut souvent, c'est une information sur le degré. Si on obtient un degré tout petit, n égale 0, 1, 2, 3, alors injecter un polynôme, comme on a fait dans les deux exemples précédents, est légitime. Si par contre, vous obtenez un polynôme de degré trop grand, eh bien, cela équivaut à faire des 3. Et donc à trouver les n plus 1 coefficients A0, A1, A2, point, point, n. OK? Bon, c'est un gros calcul dont je vous dispense. Donc on passe maintenant au grand E, programmation de polynômes en langage Python. Donc comme on l'avait discuté en préambule de ce cours, la discussion consistait à se dire comment est-ce que Python programme les fonctions. C'est quelque chose qui nous est totalement étranger, qui nous est caché par le langage. Par contre, ce que nous, on peut faire, c'est que plutôt que de manipuler des fonctions polynomiales, on peut envisager de stocker un polynôme comme sous la forme d'une liste de ses coefficients, sachant que c'est une liste qui est forcément finie. On dit parfois une liste presque nulle. Une liste presque nulle, c'est une liste qui est nulle à partir d'un certain rang. C'est la définition des polynômes. Ainsi, en Python, on pourra très bien s'affranchir des derniers zéros et donc ne stocker que les coefficients de A0 jusqu'à AN étant le coefficient dominant. Donc c'est ça la convention que je vous demande d'écrire. Un polynôme sigma DAKXK, il va être défini, stocké en Python par la liste finie de ses coefficients. Le coefficient constant se note à 0, donc ça tombe bien, puisque c'est P crochet 0. L'indice mathématique égale l'index pythonien. Ce qui est bien pratique, parce qu'il ne va pas y avoir de translation de 1 entre les deux, comme ça arrive souvent si on commence à numéroter les listes en maths à partir de 1. Alors, il y a quand même des petits pièges à ça, qu'il faut qu'on démine. Le premier, quel est le lien entre la longueur d'une liste et le degré du polynôme associé? La longueur de la liste, c'est le nombre de coefficients du polynôme. On est d'accord? Donc, quelqu'un peut me dire le lien qu'il y a entre la longueur de la liste et le degré du polynôme? Le degré du polynôme, c'est égal à ln de p moins 1. Voilà. Dec de p égale ln de p moins 1. C'est important que vous l'ayez bien en tête parce que quand vous allez appliquer après les formules de multiplication de polynômes, vous savez que vous avez besoin des degrés. Donc vous devez absolument à chaque fois anticiper que le deg, c'est 1 de moins que la longueur. Alors, deuxième chose qu'on avait déjà discuté, mais j'y reviens, c'est que tout le problème de cela, c'est que plusieurs listes peuvent identifier le même polynôme. Puisque, quitte à rajouter des zéros à la fin, vous ne changez pas le polynôme. Donc, y a-t-il une bijection entre l'ensemble des listes de scalaires? Donc, j'ai écrit ça comme la réunion des k puissance i pour i appartient à n étoile. Donc, c'est la réunion pour tous les entiers i non nuls de l'ensemble des i uplets. Donc, c'est la réunion de tous les uplets possibles et inimaginables de longueur quelconque. Eh bien, est-ce qu'il y a une bijection entre l'ensemble de ces listes et l'ensemble des polynômes de k crochet x? Eh bien non, comme on vient de le dire, puisque quel que soit un polynôme, il n'existe pas une unique liste. Il en existe une infinité qui t'amène des zéros à la fin. Donc l'application n'est pas injective. Par contre, elle est surjective.
Donc, c'est un petit problème mathématique qui n'est pas un problème informatique. Puisque tant pis, hein, alors tant pis, enfin, si jamais un polynôme a été stocké de deux manières différentes, il faut faire attention que si vous écrivez est-ce que P vaut Q, il va vous répondre non. Puisqu'il va avoir deux listes qui vont avoir des longueurs différentes, par exemple. Donc, vous ne serez pas capable de savoir si deux polynômes sont vraiment égaux, sauf à programmer une fonction qui enlève des zéros, qui enlève les zéros superflus à la fin, ou qui en rajoute si vous voulez que les deux listes aient la même longueur. D'accord? Donc ça, c'est en exercice que vous aurez à faire ça. Donc, par la suite, on va donc noter un polynôme sous cette forme-là. P crochet 0, P crochet 1, point, point, P crochet n-1. Quand vous ferez vos programmes Python, P, ce sera une liste. Ce ne sera pas une fonction. En fait, on n'est pas en train de refaire des exercices comme lorsqu'on a programmé la méthode d'Euler, lorsqu'on a programmé la méthode de Newton, lorsqu'on a programmé l'intégration. Non, la variable n'est pas une fonction, la variable est une liste. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous avez remarqué que je me suis arrêté à n-1 ? Et oui, c'est pour que la longueur de la liste vaille n. Mais le degré, attention, il vaut n-1. Et P crochet -1, c'est le dernier élément de la liste, il est non nul. Je rappelle que Pn-1 et P-1, c'est pareil. Voilà, alors la suite, c'est à traiter pour donc lundi prochain. En fait, le programme, c'est que lundi prochain, au matin, on va corriger ces exercices-là, de sorte à ce que pour le mercredi, vous ayez fait le TP. Le TP, je l'ai mis dans l'emploi du temps, vous l'avez vu, il est prévu de 4 à 6 lundi. Donc vous organisez comme vous voulez, si vous voulez le faire mardi après-midi, moi ça m'est égal. Simplement, mercredi matin, on se retrouve pour le corriger. Donc, il faudra que vous l'ayez cherché. Et donc pour lundi, pour vous préparer au TP, faites tous ces exercices-là. Donc on les regarde quelques minutes ensemble. D'abord, on vous demande de programmer une fonction de degré, deg de P, d'argument un polynôme P, par contre stocké sous forme de liste. Alors évidemment, regardez dans l'exemple, le degré de ce polynôme-là, c'est 2, puisque ce polynôme, c'est 1 moins x carré. Pourtant, il y a 5 coefficients dans sa liste. Et tout le problème, il est évidemment qu'il y a des zéros en trop, donc il faut vous débrouiller pour me trouver un petit programme avec une petite boucle de votre choix qui s'affranchit des zéros terminaux. Donc il faut s'arrêter avant. Alors attention, il ne faut pas lui dire tant que le terme est non nul, j'avance. Parce que le problème, c'est que là, il y a un zéro. Donc le problème, c'est qu'après le zéro, il y a un moins 1, donc il faut le prendre en compte, ce moins 1. Donc si vous voulez faire une liste, une boucle, pardon, il faut faire une boucle qui part de la fin. Tant que la fin est nulle, je remonte. Ensuite, tronc de P, ça sera facile, puisque si vous avez une fonction de degré, c'est facile de tronquer les zéros terminaux. Ensuite, on va programmer la somme de deux polynômes. Je vous donne un programme à commenter, on en discutera lundi, puis une fonction coefficient qui vous permet de donner le coefficient d'un polynôme avec des zéros éventuels à la fin. Ce qui va permettre de programmer une fonction de somme beaucoup plus simplement, parce que là, quand vous êtes en train de vous rendre compte, il y a des choses un petit peu complexes à faire à la fin. Et enfin, pour terminer, je vous montre donc une fonction somme qui est hyper épurée. Donc là, ça c'est vous savez, il y a des concours, hein, il y a des programmateurs qui s'amusent à limiter le nombre de caractères dans leur programme. Et plus un programme il est court, plus il est beau, mais plus il est abstrait. Alors, on pourrait très bien faire un parallèle avec l'histoire de l'art, que je vous épargne ici, mais on pourrait se poser la question de est-ce que à la fin de sa carrière, Cézanne ou Miro ou Picasso, qui ont fait des peintures extrêmement épurées, est-ce qu'elles étaient plus belles que leurs œuvres de départ? Elles sont plus belles pour ceux qui maîtrisent déjà leurs techniques d'avant. C'est quand vous regardez les peintures de Picasso, si vous connaissez sa peinture de jeunesse, qui est extraordinaire, et bien quand vous découvrez ça, le cubisme, vous le voyez autrement. Parce que vous connaissez ce qu'il a fait avant, et donc vous vous dites, bon, déjà, c'est pas un charlatan puisqu'il sait peindre. Donc il s'est permis de faire un dépassement de la peinture,
mais à partir du moment où il l'a maîtrisé, et puis plus il a avancé, plus il s'est compris, quoi. Bon, alors le problème, c'est que c'est bien de se comprendre, mais encore faut-il emmener les autres. Alors Picasso, il a emmené les autres. Donc là, on va essayer de faire des Picasso sur les fonctions somme, donc quelque chose d'un petit peu plus trivial peut-être. Mais on commence par une fonction structurée, scolaire, puis après, on l'améliore avec une petite fonction coef, et puis à la fin, regardez, vous aurez une fonction en une ligne, et on en discutera lundi. Voilà. Petit parallèle avec l'histoire de l'art. Donc, suite à cette digression, on passe au grand 2, divisibilité dans l'ensemble des polynômes. Donc, jusqu'à présent, comme vous l'avez vu, on a fait essentiellement de l'algèbre. D'abord de l'algèbre linéaire, et puis ensuite une algèbre axée sur la résolution des équations, qui est en fait de l'algèbre au sens des Arabes, aljabre, résolution d'équations. Donc, on va aborder dans le grand 2 une autre acception du polynôme. Le polynôme peut être vu comme un vecteur algébrique. Dans le grand 2, il ne va pas être vu comme un vecteur. Il va être vu comme un objet arithmétique. Donc l'arithmétique, c'est une branche des mathématiques qui est assez spécifique. Donc on a fait un petit peu d'arithmétique ensemble, arithmétique des entiers, il y a quelques mois. Là, on va faire une partie modeste d'arithmétique des polynômes. Le concept étant de se dire, puisque je sais diviser des entiers avec une division euclidienne, est-ce que je suis capable de faire pareil dans les polynômes? L'arithmétique, c'était au départ une science asiatique, chinoise. C'est les Chinois qui étaient férus d'arithmétique, en particulier des congruences. Ils adoraient remplir des colliers avec des perles, essayer de se poser la question de combien de combinaisons il y avait pour pour agencer les perles sur le collier, sachant que comme le collier était fermé, il y avait beaucoup de combinaisons qui s'identifiaient. Cette science arithmétique est arrivée chez nous. On a essayé donc de généraliser la notion de congruence des entiers à la congruence des polynômes. Alors ça, c'est totalement hors programme de PTSI. Je vous en parle d'un point de vue culturel. Nous, ce qu'on va simplement faire dans ce grand 2, c'est diviser des polynômes entre eux au sens euclidien du terme. On va expliquer comment on fait. Pour ceux qui ne savent pas déjà, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont déjà rencontré cet algorithme. Donc, grand A, déterminer les diviseurs d'un polynôme. Donc, pour ce faire, il faut savoir ce que ça veut dire être un diviseur de polynôme. Donc, pour ça, je retourne dans le cours que je n'avais pas commenté. Donc, le cours sur les polynômes, grand 2. Donc, vous voyez, comme vous allez le voir, le grand 2 est très très court, donc je vais aller très vite. Donc, quand on se donne deux polynômes de cas crochet X, on dit que l'un divise l'autre. Donc, l'un est un diviseur ou l'un divise l'autre, c'est pareil. Hein. Et on note souvent avec une barre verticale, comme ça, pour ceux qui ont fait de l'arithmétique en terminale S, vous n'êtes pas surpris. Eh bien, on dit que B divise A si et seulement si il existe un polynôme tel que B est égal à, que A est égal à B fois C. Donc, on est d'accord qu'on parle d'une divisibilité polynomiale. D'accord? Donc, on est en train de faire un parallèle avec les entiers, bien sûr. M divise N si et seulement si il existe P, un entier P, tel que N est égal à M fois P. Eh bien, là, on fait pareil, mais avec des polynômes. D'accord? Le théorème énorme qu'on va admettre et qu'on va expérimenter dans 5 minutes, c'est la division euclidienne, qui se démontre, hein, c'est un théorème qui se démontre, et qui est un parallèle étroit à la structure des entiers. Voilà comment il se présente. On se donne deux polynômes, A et B, et le B, il est non nul. Évidemment, il est susceptible de devenir le diviseur. Donc, vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0, donc on prend un polynôme non nul. Eh bien, le théorème assure l'existence et l'unicité d'un couple de polynômes tel que le grand A, donc le dividende, soit égal à grand B, le diviseur, fois grand Q, un quotient, plus grand R, un reste. A égale BQ plus R, c'est la fameuse formule générale des divisions euclidiennes. Alors attention, il y a un truc nouveau là, qu'on va voir dans l'algorithme, c'est que
normalement, dans la division euclidienne des entiers, vous savez que le reste doit être plus petit que le diviseur. Strictement plus petit que le diviseur. Et ici, ça ne veut rien dire sur les polynômes. Eh bien, l'algorithme dit, on s'arrête dès que le reste a un degré strictement plus petit que le degré du diviseur. Ok, donc c'est l'inéquation au degré qu'il faut regarder. Et Q s'appelle le quotient et R s'appelle le reste. Ok? Alors, c'est parti. Cours par compétence. On n'a pas grand-chose à savoir faire. On a deux choses à savoir faire. Premièrement, exemple numéro 10. Je vous demande de trouver les diviseurs du polynôme x cube moins 1 dans C crochet x et dans R crochet x. C'est à vous. Donc, voici les solutions proposées par les étudiants. Première méthode, celle d'Aurélien. Il a utilisé la factorisation classique de a cube moins b cube. Je peux rajouter ici si vous le souhaitez. A cube moins b cube égale 1 moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc cette factorisation permet de trouver déjà deux diviseurs x moins 1, x carré plus x plus 1. Mais des étudiants ont remarqué que ce polynôme-là admettait des racines complexes, donc allait pouvoir se refactoriser. Là, j'utilise des connaissances, j'anticipe sur le cours, mais j'utilise des connaissances antérieures de terminale. Les racines complètes qu'on va obtenir, tout calcul fait, sont ici. On les appelle x1 et x2. Et on se retrouve donc avec une factorisation complète du polynôme. On fera ça la semaine prochaine plus avant, mais là, on trouve un cas particulier intéressant. On obtient trois polynômes de degré 1 facteurs, diviseurs de x cube moins 1. Et donc, les diviseurs de x cube moins 1 sont tous ces polynômes, plus le précédent 1 plus x carré, plus, et alors ça, des gens ayant pensé, les polynômes constants non nuls, qui sont toujours des diviseurs, en fait, dans R crochet x et C crochet x. Et aussi tous les produits de ces polynômes. Donc, alors, les produits qui restent, il n'y en a plus beaucoup, en fait, hein, parce que ça fois ça, on l'a déjà fait. Par contre, vous pouvez faire x-1 fois le troisième et le quatrième. x-1 fois le troisième et le quatrième, d'ailleurs aussi. Non, celui-là, ce n'est pas la peine, parce que c'est déjà c'est le polynôme de départ. Et ça peut être aussi, donc, c'est tout. Quand on dit tous les produits, en fait, il n'en reste plus beaucoup. Hein. Il reste x-1 fois x moins x1. Donc, peut-être on peut le faire comme ça pour le préciser. Ainsi que x moins 1 fois x moins x1 et x moins x2 fois x moins x1. Ou alors on les a tous en fait. Multipliés par des constantes. Donc là, effectivement, si je veux vraiment le faire comme ça, je fais donc fois a avec a réel, avec a complexe. Voilà. Alors la méthode numéro 2, proposée par Lubin. Dans la même veine, on va directement résoudre dans C l'équation, puisque c'est là où on sait la résoudre. Alors vous avez quoi comme solution? Exponentielle i pi sur 3 et exponentielle moins i pi sur 3. Oui. Vous vous rappelez qu'on les appelait j et j carré? Donc je rappelle que j, c'est la racine cubique primitive de l'unité, exponentielle de 2i pi sur 3. Ok? Bon, ça va être beaucoup plus rapide, non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en déduit comme factorisation de x cube moins 1? Du coup, on a x moins 1, facteur de x moins j, facteur de x moins j carré. Et voilà. Et donc, le travail fait tout à l'heure par la méthode numéro 1, mais qui nous a pris quand même quelques lignes, et beaucoup de calculs, se fait en 2 lignes. Évidemment, c'est beaucoup mieux. Donc, conclusion, plus rapide. Hein. Alors, au niveau des diviseurs, là, on peut être plus malin. Regardez ce que je propose de faire pour éviter d'écrire les produits de toutes ces choses-là.
les diviseurs de donc x cube moins 1 sont, eh bien, ils vont s'écrire tous comme ça, mais vous avez le droit au niveau des puissances de mettre 0 ou 1. Donc, je propose de faire ça fois puissance n, puissance p, puissance q, avec npq 3 entiers. Valant 0 ou 1, quoi. Comprenez, c'est malin, c'est pour faire un résumé. Hein. Et qu'est-ce que j'ai oublié? A, le coefficient constant au début. Exactement. Et A, un complexe. Voilà. Vous avez ici l'ensemble de toutes les solutions attendues à moindre frais. C'est bon? Donc, je privilégierai évidemment la méthode numéro 2. Donc, évidemment, d'un point de vue historique, c'est quelque chose qui a été vite remarqué. Hein. Dès qu'on a défini un nombre complexe, donc vous vous rappelez, hein, sous l'impulsion de Descartes, de Euler, eh bien, on s'est rendu compte que résoudre dans C, c'était plus rapide que résoudre dans R. Le chapitre sur les polynômes se prête très bien à un chapitre sur l'épistémologie, comme le chapitre sur les nombres complexes d'ailleurs, comme vous allez le voir dans les choses qui vont venir. Ok? Alors, on continue. Dans l'exemple numéro 10, donc, on a fait des calculs un petit peu laborieux. Alors, maintenant, j'aurais voulu qu'on regarde dans l'exemple numéro 11. J'anticipe un peu sur la suite, mais je pense qu'on peut déjà le faire. Ah oui, alors donc là, j'avais demandé les diviseurs dans C crochet X et dans R crochet X. Ici, dans l'exercice, je ne me suis pas embêté. Hein. J'ai fait que les diviseurs dans C crochet X. Ce qu'on appelle diviseurs dans R crochet X, c'est les produits de ces polynômes qui donnent des polynômes réels. D'accord? Donc je le ferai plus tard. Hein. Je le ferai dans le grand 4 du cours plutôt. Ici, on va surtout chercher des diviseurs dans C crochet X. Alors, exemple numéro 11. Maintenant, on prend ce polynôme. Alors, comment est-ce que vous proposez de le factoriser? Il y a plusieurs manières de faire. Donc, exemple numéro 11, voici les corrections proposées. Donc, le polynôme de départ, a priori, donc, ne se factorise pas aisément, sauf si on a une petite idée, c'est de factoriser x cube plus x carré par x plus 1. C'est facile à faire puisque ici, en factorisant par x carré, on voit apparaître automatiquement x plus 1. Et ce x plus 1 donc, devient un facteur commun qui permet en plus de faire apparaître x carré plus 1, polynôme qu'on connaît très bien depuis la terminale S, qui se factorise en x moins x plus i. Autrement dit, comme précédemment, on obtient que les diviseurs complexes sont de cette forme-là. Et les diviseurs réels, c'est les agencements des multiplications de ces termes complexes pour redonner des réels. Et le travail qu'on a fait avant montre que la seule manière de retrouver des réels, c'est de remonter à l'étape d'avant. Et donc, d'écrire que les diviseurs sont de cette forme-là. Voici. Alors, maintenant qu'on a révisé comment est-ce qu'on faisait pour factoriser des polynômes simples de degré petit. On généralisera tout ça la semaine prochaine. Eh bien, je vous propose donc de repasser au problème qui nous occupait, à savoir le problème de la division euclidienne. Alors, pour ça, je vais vous passer un petit enregistrement YouTube, puisque ce sera plus pratique encore que ce que je fasse moi. Ça dure 3 minutes, je crois. Et ça vous explique comment est-ce qu'on fait pour diviser deux polynômes entre eux de manière euclidienne. Donc, j'ai rappelé ici le théorème. Donc, si vous voulez le recopier, recopiez-le pendant. Voilà, recopiez-le. Et les notations qui sont ici sont des notations pythoniennes qui ne sont pas nécessaires d'écrire. Il n'est pas nécessaire d'écrire. Ni le corollaire qui est évident, à savoir qu'un polynôme divise un autre si et seulement si le reste est nul.
Donc, je vous laisse écrire le théorème numéro 1 et puis ensuite, on passe le lien YouTube qui est ici, que je n'enregistre pas dans cette séance. Donc, je me suis mis sur YouTube et je vous commente la vidéo suivante. Donc, le concept du présentateur, c'est de diviser x cube plus 5x moins 4 par x carré moins x plus 1. Alors, comme vous avez remarqué, il a fait quelque chose de très bien. C'est qu'en fait, il a laissé un espace entre le x cube et le 5x. Et je pense que vous comprenez tous pourquoi. C'est qu'il y a une présence d'un polynôme de degré 2 caché qui est 0 x carré. Ce trou, il le laisse parce que ça va être utile par la suite lorsque vous allez effectuer l'algorithme de division euclidienne des polynômes. Donc en fait, il crée 4 colonnes en fait, dans la partie gauche de la division. La colonne des x cubes, la colonne des x carrés, la colonne des x et la colonne des constantes. Alors maintenant, il va faire comme on faisait quand on était petit. Le x cube qui est ici, qui est donc le facteur le prépondérant, il va y mettre un chapeau au-dessus. Donc, il va dire, ce x cube, je cherche à savoir combien de fois le diviseur y va. Vous vous rappelez, combien de fois blabla va dans blabla. Donc ici, c'est combien de fois x carré moins x plus 1 va dans x cube. Alors en fait, pour faire ça, c'est très simple. Vous mettez un petit chapeau sur les x carrés. Et vous dites combien de fois en fait x carré va dans x cube. Ben, il y voit x fois. On est d'accord, puisque x fois x carré, ça fait x cube. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout multiplié comme quand on était petit. Il a fait x fois x carré, ça fait x cube. Il a fait moins x fois x, ça fait x carré, plus x fois 1, ça fait x. Et il a reporté la multiplication en dessous. Il a mis un moins devant, rappelez-vous ce qu'on faisait quand on était petit. Souvenir, souvenir. Et maintenant, il fait une soustraction des lignes. Quand il fait une soustraction de ces deux lignes, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient, attention, ne vous trompez pas, moins par moins plus x carré. Et puis ici, on a donc 5x moins x, ça fait 4x. Il reporte le moins 4, il descend le moins 4, vous vous rappelez quand on descendait les décimales. Et il recommence. Combien de fois x carré va dans x carré? Il y va une fois. Il multiplie le 1 par x carré moins x plus 1. Il met un moins. Il fait le bilan, il fait une soustraction de lignes. Et il regarde ce qu'il en reste. Vous remarquez qu'à chaque fois, évidemment, qu'on fait ça, le dividende perd un degré. Et c'est ça qui fait que c'est un bel algorithme. C'est que comme le dividende perd un degré à chaque fois, il va finir par avoir un degré qui va être plus petit que le degré du diviseur. Donc vous voyez bien qu'ici, en faisant la soustraction des lignes, on obtient 5x moins 5. Vous voyez bien que ce 5x moins 5 est de degré strictement plus petit que 2. Moralité, c'est le reste. X plus 1, c'est le diviseur. C'est le quotient, excusez-moi. Quotient. Et donc, on termine en faisant un petit bilan où on écrit en fait ce qu'on vient de démontrer comme égalité polynomiale. Le dividende est égal au diviseur multiplié par x plus 1, à savoir le quotient, plus le reste. Et voilà. Khan Academy, merci. C'est bon pour tout le monde? C'est clair, non? Oui. Ça marche bien. Bon, ben voilà, ben c'est parti, c'est à vous maintenant. Exemple numéro 13. Faites la division euclidienne de x cube plus x carré moins 1 par x moins 1. Allez-y. Donc, tout calcul fait après avoir posé la division donc, euclidienne de l'un par l'autre, que je mets ici pour ceux qui voulaient mettre pause à l'écran. Voici la division. On obtient donc comme bilan cette relation avec le quotient et le diviseur qui apparaissent naturellement. Bon, alors l'algorithme ça se termine, c'est évident, hein, puisque vous avez remarqué que les degrés sont strictement croissants au cours de l'algorithme. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est que ça, c'est bien, mais on aurait pu s'en passer en fait. En fait, on peut très souvent effectuer la division euclidienne sans avoir spécialement à la poser, alors, surtout quand c'est simple.
Alors, pour cet exemple-là, je ne dirais pas qu'on pourra s'en passer. Ce n'est pas spécialement évident de factoriser par x-1. Mais pour celui que je vais vous montrer après, vous allez voir, c'est le cas. Donc, du coup, l'équation de gauche, c'est moins 1, non? Non. C'était x3 plus x2 moins 1. Ah, ok, excusez-moi. Ok. C'est parce que j'ai mal recopié. Merci. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour les corrections. Effectivement, sinon, les coefficients constants, ça ne marchait pas. Parce que moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, moins 1. Donc, il n'y avait plus d'égalité des coefficients constants. Ok. Alors, pour l'exemple qui suit, regardez, vous allez vous en sortir sans division euclidienne. Je vous propose d'effectuer la division euclidienne de x puissance n par x moins 1. Exemple 14. Donc, voici les deux méthodes qui ont été proposées pour factoriser faire la division euclidienne de x puissance n par x moins 1. Première proposition, c'était une méthode de récurrence descendante, à savoir faire apparaître le x moins 1 fois x puissance n moins 1 plus x puissance n moins 1 et recommencer l'algorithme sur le x puissance n moins 1. Alors, ça va être un petit peu embêtant, c'est faisable, mais un petit peu plus embêtant parce que la récurrence descendante elle est difficile à rédiger dans ce cas-là. La méthode numéro 2 est beaucoup plus directe. On fait moins 1 plus 1 pour faire apparaître a puissance n moins b puissance n, qu'on connaît magnifiquement comme étant cette factorisation-là. La troisième méthode proposée par l'un d'entre vous, ça a été de trouver les racines énièmes de l'unité, dont l'une va être 1, donc ce polynôme va forcément se factoriser par x moins 1, voir la semaine prochaine pour plus de détails. Par contre, la difficulté, c'est qu'on va obtenir ici un produit de x moins toutes les racines énièmes de l'unité, sauf 1. Donc c'est un petit peu plus compliqué à écrire, et on a l'impression qu'on sort des réels, alors que la division euclidienne, visiblement, telle qu'on vous l'a demandé ici, vu qu'elle prenait un diviseur et un dividende réel, on attendait un quotient, donc celui-ci, réel, et un reste réel. Alors, ce que je vous montre, évidemment, c'était pour contourner la division euclidienne, sachant que ça ne marche pas toujours. Là, ici, on était obligé de contourner la division euclidienne, puisqu'on avait un polynôme de degré n, donc imaginez dans l'algorithme ce que ça allait donner. Voilà, on a encore 5 minutes avant de terminer. Donc, grand 3, racine ou 0 d'un polynôme. Donc, je commente le cours sur les polynômes de sorte à pouvoir, dès lundi prochain, commencer les exercices. Donc, maintenant que vous savez diviser de manière euclidienne des polynômes, vous pouvez chercher très aisément des factorisations. Donc, le préalable de la factorisation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de trouver des racines de polynômes. Pour ça, dans le cours, voilà comment je procède. La première chose, c'est que je définis. Donc, je n'ai pas défini la notion de racine. Ici, je la définirai plus tard. Pour l'instant, je définis la notion de fonction polynomiale. Donc, la frontière, elle est mince, puisque depuis le début, je dérive des polynômes sans me le dire. Je compose des polynômes sans le dire. Donc, depuis le début, en fait, je travaille sur des fonctions. Mais si je veux le faire de manière explicite, je dois parler de fonctions polynomiales. Donc, je le fais ici de manière très théorique, à savoir lorsque j'ai un polynôme, je définis sa fonction polynomiale associée p tilde. Vous voyez que la variable maintenant, ce n'est plus une indéterminée, c'est un scalaire. Ce qui permet a posteriori de comprendre très aisément ce que ça signifie de dire qu'un polynôme est de classe C infinie. Évidemment, la tilde, là, ici, je l'ai mise, mais on ne la remettra plus jamais. Hein. C'était juste un instant, vous savez, comme lorsqu'on prolonge des fonctions par continuité. Là, vous n'avez même pas besoin de dire que vous faites cet écart de notation. Automatiquement, P tilde et P, on les note pareil. Cette fonction est donc de classe infinie comme tout polynôme. Et alors, ensuite, ça, c'est des choses qu'on a fait dans le chapitre sur les fonctions. Dériver x puissance k j fois, c'est pas difficile. On obtient ici un petit arrangement. La dérivée de x puissance k j fois, c'est celle-là. C'est assez facile à redémontrer par récurrence descendante. Donc, quand vous dérivez j fois la somme par linéarité de la dérivée, vous obtenez cette chose-là. Et regardez ici, on avait déjà rencontré ça une fois dans un des exercices. Ici, la précaution voudrait qu'on mette un j.
Parce que si vous ne mettez pas un J, vous avez la factorielle d'un nombre négatif ici. Donc, on verra dans les exercices quand est-ce que c'est utile. Moralité, donc, la fonction P se dérive à sa dérivée d'ordre J, qui s'écrit sous cette forme-là, mais à condition qu'on dérive moins de n fois. Évidemment, quand vous prenez un polynôme de degré n, si vous le dérivez n fois, eh bien vous obtenez un polynôme de degré 0. Et si vous dérivez plus de n fois, eh bien vous obtenez le polynôme nul. Donc, au-delà de la dérivée nème, le polynôme, il est nul. Alors maintenant, si ça nous permet de faire des révisions pour samedi, si on applique la formule de Taylor, la formule de Taylor-Young, elle dit que tout polynôme admet un développement limité en 0 ou même en A de la forme ici plus un petit o de x moins 1 puissance deg de p. Mais en fait, puisque ici c'est un polynôme, ça veut dire qu'en fait, à partir d'un certain rang, le développement limité va être égal au polynôme. C'est pour ça que la formule de Taylor pour les polynômes, elle a un avantage énorme par rapport aux autres, c'est qu'elle n'a pas de reste. Un polynôme, il est égal à sa partie régulière, à la partie régulière de son développement limité d'ordre 100 degrés. Donc le petit o ici, il est nul. Il est égal à 0. D'accord? Voilà. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui et donc rendez-vous pour l'enregistrement lundi de la semaine prochaine.